Bah écoutez, chers tous, c'est la fin. Et pour cette conclusion, je voudrais convoquer devant vous deux disciplines qui me tiennent à cœur, la poésie et l'étymologie. Et je voudrais les convoquer à travers deux couples d'idées, le couple document-monument et le couple bâtiment-colloque. Alors, ce premier couple fait écho au premier vers du Ode d'Horace, je cite « Exegi monumentum aere perennius » et en bon français « J'ai érigé un monument plus durable que l'airain ». Alors le monument dont il est question sous la plume, ou plus exactement sous le calame d'Horace, ce n'est pas un élément architectural, mais le livre 3 du recueil de poèmes que constituent les Odes. Et cette image de la pérennité acquise à l'auteur par l'intermédiaire de son œuvre deviendra un poncif littéraire bien connu qu'on va retrouver sous la plume de Ronsard, de Shakespeare ou encore de Pouchkine. Et elle se retrouve également dans le surnom que l'on donnera aux académiciens français modestement appelés les immortels. En tant qu'archiviste, professionnel du patrimoine écrit et de sa conservation, je suis évidemment sensible à cette image. Et j'élargis le champ du poème à celui du patrimoine écrit dans son ensemble. L'écrit est-il plus durable que le bronze ? Alors, je n'ai pas la réponse, hélas, mais pour la petite histoire, Horace bénéficie d'une statue dans sa ville natale et le choix du matériau n'aurait pu être plus ironique puisqu'il s'agit d'une statue en bronze. Qui vivra verra si cette statue monumentale sera plus ou moins pérenne que les recueils de poèmes du même auteur. Quoi qu'il en soit, le choix du marbre aurait été peut-être pertinent puisque l'expression gravée dans le marbre désigne à la fois un écrit fait pour perdurer dans le temps. Et justement, ce que je retiens devant vous de ce vers d'Horace, c'est la notion de pérennité qui compare ici respectivement écrit et bronze, c'est-à-dire respectivement toujours document et monument. Et comment ne pas y voir un écho au sujet de notre colloque, bâtir pour conserver, conserver le bâti. Le monument, comme notre bâtiment centenaire des archives de la Mayenne, apparaît comme l'écrin indispensable pour le document. Et en retour, le document est la source indispensable pour connaître le monument et assurer sa pérennité. Du point de vue de l'étymologie, le mot document est à rapprocher des mots docte ou doctrine, c'est-à-dire enseignement. Le vocable monument est à rapprocher quant à lui du mot prémonitoire, il désigne ce qui signale ou rappelle le souvenir. Et finalement, ces deux termes, loin de s'opposer, se complètent, notamment si je prends l'exemple de notre bâtiment d'archives. Le monument signale et commémore, le document qui l'abrite précise ce qui est commémoré en livrant un enseignement, par exemple, sur l'histoire. C'était ma première observation. Pour ce qui est du couple bâtiment-colloque, il ne s'agit ni de poésie ni d'étymologie, mais d'une métaphore. Pendant les 3 jours du colloque qui nous a réunis, un colloque intitulé donc « Bâtir pour conserver, conserver le bâti », il m'est apparu qu'un colloque est, à sa mesure, une sorte de bâtiment. Comme un bâtiment, le colloque dispose d'un plan, en l'occurrence le programme des interventions, et plus encore, comme un bâtiment, un colloque montre au public une belle et riche façade, que vous voyez sur la photo à droite, mais avant d'en arriver là, il faut des fondations, tout un chantier et même des coulisses. Alors si vous ne voyez pas où je veux en venir, je vais vous le dire franchement, c'est l'heure des remerciements. Pour les fondations, comme sur l'image en haut à gauche, je voudrais remercier les membres du groupe de travail qui a tenu lieu de comité scientifique. Pour le chantier, comme sur l'image au centre en haut, je voudrais remercier le comité d'organisation, Élise Druard, Morgane Acoulenohan et Jérôme Chevreul. Je voudrais remercier les modérateurs de session, Sabrina Dalibar, Alban Chugnot, Carole Dauphin et Élise Druard, de nouveau. Pour les coulisses, donc l'image que vous voyez au centre en bas, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux que vous avez furtivement aperçus dans les couloirs, mais qui ont tout fait dans l'ombre pour faciliter notre travail en pleine lumière. D'abord les collègues des archives, Béatrice Manceau, Morgane Acoulenohan, Jérôme Chevreul, Isaline Grimaud, Philippe Benaben, Lily Trouillard, Marie-Laure Prieur, Marion Ferrer et Marina Cossy. Ensuite, les équipes de la société Prisma Laval qui ont assuré la captation vidéo de l'intégralité du colloque pour en assurer la diffusion a posteriori. Chez Prisma Laval, je remercie
Laurent Bourgault, son responsable, Charles Baumer, notre réalisateur et post-producteur, Alexis Lancien, notre caméraman, et Claire Viaciso, notre cadreuse. Enfin, au sein du cabinet Perrault Architecture, je remercie sincèrement son archiviste, Marie Baudenès, qui nous a permis de bénéficier de ce regard croisé avec le célèbre architecte de l'extension dont nous avons commémoré l'an dernier le trentenaire. Pour ce qui est de la brillante façade, ce sont les intervenants que je voudrais remercier chaleureusement. En effet, vous avez pu entendre pas moins d'une trentaine d'intervenants qui ont défilé devant vous sur cette scène. Et c'est peut-être au soir de la clôture de ce colloque mon principal motif de fierté d'avoir pu rassembler des spécialistes venus de la Mayenne, des Pays de la Loire et de toute la France, de Paris, de Clermont-Ferrand et même d'Agen. Preuve, si besoin était, que les archives départementales sont un lieu de partage et de diffusion du savoir, mais également un lieu de création du savoir et même de création tout court. La balade sonore et visuelle Sérendipité, l'exposition L'archiviste entre mémoire et oubli, ainsi que la collecte spécifique autour du centenaire du bâtiment sont la valeur ajoutée que les archives de la Mayenne ont souhaité offrir. Une modeste, certes, mais indispensable contribution quant à la place des bâtiments d'archives dans la cité et, plus largement, à la place des archives dans la société. Merci de votre attention.